Thanatéros, partie 1, chapitre 3. En troisième année d'humanité, j'avais un professeur, Madame Bertrand, qui ne me supportait pas. C'était réciproque, mais il n'empêche que cette emmerdeuse me tapait vraiment sur les nerfs. Elle avait une voix aiguë qui m'était intolérable, similaire à un crissement de craie sur un tableau. Comme si ce n'était pas suffisant, elle avait un tic qui me faisait bouillir de l'intérieur. Toutes les 5 secondes, il fallait qu'elle se racle la gorge comme un rachitique en phase terminale d'un cancer des poumons. Je m'attendais à tout instant à voir apparaître une énorme glaire à la commissure de ses lèvres. D'ailleurs, pour éviter tout accident sans doute, elle avait l'habitude de tenir un vieux mouchoir en tissu dans sa main, qu'elle pliait et le dépliait sans cesse lorsqu'elle était plongée dans ses pensées. Cette attitude ne semblait pas perturber mes autres camarades de classe, mais moi, j'en avais des envies de meurtre. Je devais lutter pour éviter de lui sauter dessus et lui enfoncer son mouchoir dans le fond de la gorge. Ce jour-là, nous avions une interrogation sur une quelconque région géographique dont je n'avais rien à faire. En élève studieux que j'étais, et surtout pour éviter les punitions de mes parents, je m'efforçais d'être compétitif et d'obtenir des bonnes notes. Ce cours d'histoire-géographie était une des rares branches dans lesquelles il m'était pénible d'avoir plus que la moyenne. Je n'avais pas de difficulté d'apprentissage, mais je n'étais pas intéressé par le contenu de ces cours. En quoi apprendre que Clovis avait cassé la tête à un gars qui avait explosé son vase allait m'aider dans la vie? Ou encore, apprendre qu'en 1950, il y avait 2 fois plus de naissances dans le nord de la Belgique que dans le sud. Bref, penché sur ma feuille aussi immaculée que la Vierge, je triturais nerveusement mon stylo dans l'espoir de recouvrer mon calme. Nous étions installés dans un ancien couvent reconverti en école. La plupart des classes étaient vétustes et poussiéreuses. Les lattes du plancher grinçaient à chaque pas et le bureau du professeur, installé sur la petite estrade, se contorsionnait dès que quelqu'un s'en approchait. Après avoir marché en long et en large dans la classe comme un éléphant pendant les premières minutes de cette interrogation, cette vieille pille n'avait pas trouvé mieux que de se placer dans le fond pour nous surveiller, juste derrière moi. Dès que j'étais sur le point d'écrire, répugnant attirait mon attention et me provoquait des sueurs de plus en plus abondantes. À chaque fois que je posais le stylo sur la feuille, son guttural retentissait et agissait comme une gomme magique sur le fil de mes pensées, vide dans ma tête comme si elle venait de tirer une chasse d'eau sur mes chances d'écrire quelque chose. Ma copie fut rendue vierge, estampillée d'un 0 pointé. J'eus même droit à une remarque lorsqu'elle me la rendit. « Étudie la prochaine fois », se permit-elle de me lancer. Comme je la haïssais. Ce 0 engendra des conséquences, et je gardai la boucle de ceinture de mon père en bas-relief sur mon dos pendant plusieurs semaines. Cette punition injuste fit naître en moi une envie de vengeance. Il était temps que cette mégère parte en congé forcé, et j'avais à présent un excellent prétexte pour m'exercer à la magie noire. Je tâtonnais dans ce milieu, et mes lectures étaient très diverses. Je ne distinguais pas encore les livres initiatiques des livres fantaisistes. J'avais pris l'habitude de passer mes temps de midi au magasin spécialisé le plus proche de mon école. J'y feuilletais les livres tout en tenant compagnie au gérant. L'homme faisait également office de cartomancien, voyant, médium, et il vendait ses services de désenvoûteur. J'avais noué de bons contacts avec lui. Il lui arrivait même de profiter de ma présence pour me confier la surveillance des rayons lorsqu'il était occupé par une voyance. Je crois qu'il m'aimait bien. Quoi qu'il en soit, c'était une petite boutique sympathique un peu à l'écart du centre. Il y avait principalement des livres, mais aussi un rayon d'herboristerie et de grillerie africain. Une petite salle était aménagée à l'arrière, afin d'y pratiquer ses séances de voyance. Ce jour-là, installé dans un recoin de l'établissement, le livre que j'avais en main était de nouveau rempli de mièvreries. Je décidai alors de demander à Pierre Christian s'il n'avait rien de moins vertueux à proposer. Tel un bon vendeur, celui-ci farfouilla sous son comptoir. Il m'indiqua qu'il ne montrait ce genre de livre qu'à de rares clients spéciaux et que, bien entendu, j'en faisais partie.
Bon sang que j'étais bien naïf malgré mes prétentions. Le livre qu'il me présenta était d'une rare banalité, un format de poche grisâtre de mauvaise qualité, sur lequel il était indiqué « Le Dragon Noir ». J'avais déjà entendu parler de ce dragon noir. Dans mes précédentes lectures, on le définissait comme étant un recueil fabuleux qui renfermait des conjurations diaboliques dans le but d'obtenir richesse et pouvoir. Je n'arrivais pas à croire qu'il possédait ce livre et qu'il le proposait à la vente aussi facilement. Je me sentis tout à coup très important. Pierre Christian ajouta cependant que ce type de livre ne pouvait pas être prêté ni confié et que je devais l'acheter pour pouvoir l'étudier. D'ailleurs, la page de garde indiquait très sérieusement que le lecteur devait respecter un horaire particulier pour son étude, au risque de déclencher le courroux des puissances infernales. Après une telle mise en appétit, la curiosité et le défi que cela représentait étaient bien suffisants pour que je le considère comme étant le grimoire qui allait me permettre de tout faire dans ma vie. Je fus tout autant surpris par son prix ridicule, agréablement surpris car j'avais les moyens de me le payer, mais quelque part déçu car je n'imaginais pas de tels secrets mis à la portée de la bourse d'un adolescent. De retour à mon domicile, le livre soigneusement dissimulé dans le fond de mon sac, je grimpai en vitesse dans ma chambre. Outrepassant les mises en garde sur les horaires à respecter, je me mis à le lire. Je pestais régulièrement. Les ingrédients nécessaires à la confection des rituels qui m'intéressaient étaient très difficiles à rassembler. Entre les os de chat noir ébouillantés, les testicules de taureau arrachés par un chien enragé une nuit de pleine lune, et du sang de chauve-souris macéré dans un œuf de coq, je ne savais plus trop quoi penser. Ça me semblait tout de même un peu ridicule. Et d'un autre côté, je me disais que les épreuves à franchir pour réunir de tels objets devaient forcément aboutir à la réussite des rituels. Quoi qu'il en soit, comment allais-je faire pour trouver un œuf de coq ? Je me souvins alors d'une hypothèse selon laquelle ce genre de grimoire pouvait être codé. C'était une théorie que j'avais lue dans un livre qui traitait du symbolisme de la magie. Afin de protéger les écrits et de dissimuler la vérité aux non-initiés, les termes employés étaient imagés. Je ne comprenais pas trop l'intérêt d'utiliser un code aussi saugrenu quand on sait que le but était, entre autres, d'échapper aux soupçons et aux enquêtes inquisitoriales. Avec ironie, c'est certain que mentionner des ingrédients tels que des crapauds momifiés dans un linceul mortuaire ne devait pas attirer l'attention. Il y avait malgré tout certains rituels abordables, et je finis par en choisir deux que j'allais réaliser simultanément. Il s'agissait d'un envoûtement de maladie à l'aide d'un morceau de viande avarié et d'une malédiction jetée grâce à une incantation. Vu mon manque d'expérience, je pensais que deux précautions valaient mieux qu'une et qu'il y en aurait bien un sur les deux qui fonctionnerait. Ayant récupéré une photo de classe où figurait Madame Bertrand, une nuit de pleine lune, je me mis donc à l'ouvrage en découpant avec soin son corps du reste de la photo. J'avais toute la place nécessaire dans la chambre que j'occupais depuis 2 ans déjà. Disposant un hôtel de fortune sur mon bureau, je dessinai un cercle en terre de cimetière, flanqué de 2 bougies noires et d'un cône d'encens chippé à côté d'un guéridon du spiritisme chez Pierre Christian. Je déposai une assiette qui contenait des abats de bœuf au centre du cercle, et je mis la photo de mon professeur sur cette viande. Tout en piquant de nombreuses aiguilles rouillées à travers du tout, je récitai l'incantation. Vasa satotlos vesul et cramus verbos an herbo diabolia herbonos, répétai-je sans cesse. Déversant ma haine contre cette personne, de rage, j'entordis certaines aiguilles en les plantant dans la photo. Je me sentais féroce, extériorisant toute cette rancœur accumulée depuis le début de l'année. Une fois le pot d'aiguille vide, satisfait, j'emballai le dispositif dans plusieurs couches de papier journal. Tout en soufflant les bougies, je fus heureux de constater qu'après tout, la magie c'était simple,
et ça ne demandait pas beaucoup d'efforts. Le lendemain matin, comme chaque jour où je me rendais à l'école, j'empruntais un sentier qui bordait le talus d'une forêt afin de rejoindre la gare ferroviaire. En chemin, j'en profitais pour creuser un trou dans la terre meuble au pied d'un arbre, afin d'y enterrer le paquet qui contenait l'organe planté d'aiguilles. J'avais fait ce rite une nuit de mardi à mercredi. Ayant cours d'histoire géo uniquement le lundi après-midi, ces quelques jours de suspense me faisaient trépigner. Tourmenté par les tracas de ma vie d'adolescent, j'avais tout oublié dès le lendemain de cette expérience. Ce n'est que le dimanche, en fin de soirée, lorsque je pensais à la journée de merde qui m'attendait avec cette vieille peau, que je me remémorais mes actes en espérant que cela ait fonctionné. Lundi, le temps de midi écoulé, nous attendions tous l'arrivée de Madame Bertrand. Et celle-ci était en retard depuis déjà un quart d'heure. Après quelques minutes supplémentaires d'incertitude, un surveillant fit irruption dans la classe. Il y régnait une ambiance de vacances anticipées. Il ramena rapidement le calme et il nous conduisit en salle d'études. On nous signala là-bas que, jusqu'à ce que le préfet ait trouvé un remplaçant, nous passerions nos cours d'histoire géo dans cette salle. Mes compagnons de classe étaient heureux. Insoucieux de l'état de notre professeur, ils ne voyaient là que l'opportunité de profiter d'une heure de repos. Même si la salle d'études n'était pas un lieu de divertissement, au moins, cela permettait de prendre de l'avance dans les devoirs à faire à domicile. Moi, j'étais ébahi par la nouvelle. Je me disais que c'était une bonne blague et qu'elle allait arriver avec son mouchoir fétiche à la main. Une fois les effets de cette annonce retombés, chacun retourna à une attitude studieuse. Néanmoins, la curiosité reprit vite le dessus et poussa certains à poser des questions sur les raisons de son absence. Certains faisaient passer le bruit qu'elle avait avalé un cocktail de barbiturique après avoir corrigé les devoirs de Nounours, le dernier de la classe. D'autres disaient qu'elle avait peut-être trébuché dans des escaliers et ne pouvait plus marcher. Il y en eut même un qui raconta qu'elle avait dû finir par s'étouffer dans ses crachats. Cela générait un chuchotement de table en table qui finit par agacer le surveillant. Face à ce flot d'interrogations et d'hypothèses murmurées, il nous apprit que notre professeur avait eu un accident de voiture très sévère le matin même. Putain, ça marche, pensais-je. Non, ce n'est pas possible. Il s'agit d'une coïncidence. T'es con ou quoi, une coïncidence? C'est toi, ouais. Ton rituel, tes incantations. Merde, c'est moi. Putain de merde. Je suis responsable de l'accident de ma prof. Et peut-être responsable de plusieurs morts dans cet accident. Bordel, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quelques instants auparavant, je déconnais avec les autres élèves, mais lorsque le surveillant confirma la gravité de la situation, je subis un choc. Mon esprit n'était pas préparé à assumer une telle tournure des événements. J'avais agi sans réfléchir aux conséquences, sans les anticiper, même si je voulais me persuader du contraire, avec mon orgueil qui voulait imposer à mon cerveau qu'elle le méritait et que tout le monde pouvait crever. La réalité était tout autre. Je culpabilisais tellement que je m'enfermais dans le déni. Je m'efforçais de penser que c'était un concours de circonstances, que je n'avais rien à voir là-dedans. Je ne voulus jamais en apprendre plus sur cet accident, et nous ne revîmes plus ce professeur jusqu'à la fin de l'année. Par la suite, je ne saurais dire si elle revint ou pas, si elle était vivante ou non. J'avais changé d'orientation et de lycée, tâchant d'oublier cet épisode. Avec le recul, je pense que cet accident fut le fruit d'une puissante activité psychique, le rituel n'ayant servi que de détonateur. Je n'avais rien contrôlé, j'avais mimé comme un idiot ce que j'avais lu et l'instinct avait fait son œuvre sans être perturbé par la logique, la faisabilité, le respect des théories et de la pratique. Il s'agissait peut-être aussi de la chance du débutant. Ce fut pour moi le début de la descente aux enfers, car ma psyché venait d'être très affectée par cette expérience. J'étais heureux que cela ait fonctionné.
mais j'avais mauvaise conscience. Et il était plus qu'évident que celle-ci allait être un véritable fardeau à traîner si je voulais persister dans cette voie.